Hugo Bernalicis, vous êtes député La France Insoumise du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron a reconnu hier à la tribune de l'ONU l'État de Palestine. Est-ce que pour la première fois vous applaudissez Emmanuel Macron ? J'applaudis toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés depuis des mois et des mois et des mois sur cette revendication, pas seulement cette revendication, mais notamment sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Et là, c'est l'aboutissement effectivement d'un combat de milliers et de millions de personnes, parce que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron fait là une concession à un moment où on a quasiment envie de se dire que c'est même trop tard. Mais on prend, c'est tant mieux, il fallait le faire, il faut le faire, on l'a demandé, il le fait, tant mieux. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ça le sujet. Parce que reconnaître l'État de Palestine, c'est un bon point. C'est tardif, certes, mais c'est un bon point. Néanmoins, il y a une chose qu'il n'a pas reconnue dans son discours hier, c'est le génocide. Il n'y a pas de reconnaissance du génocide par Emmanuel Macron. Parce que s'il avait reconnu le génocide qui est en cours, alors ça voudrait dire qu'il faut mettre ensuite en place une batterie de mesures pour arrêter ce génocide. Et c'est ça qui manque cruellement dans la séquence politique. C'est-à-dire qu'on est dans le symbolique, on prend, encore une fois, pour moi c'est la victoire de toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés dans le pays, avant toute chose. Il n'y a pas ménagé non plus Israël. Oui, enfin d'accord, mais avec des mots c'est bien, mais il faut des actes concrets. Quand est-ce qu'on arrête de vendre des armes à Israël ou des composants ? Quand est-ce qu'on fait en sorte de mettre à exécution les mandats de la CPI ? Quand est-ce qu'on fait en sorte qu'au niveau européen, la France demande enfin la rupture de l'accord Union européenne-Israël ? C'est ça qu'on attend d'Emmanuel Macron, des actes, et surtout de la France en réalité, des actes concrets qui pèsent, qui isolent diplomatiquement, économiquement Israël, tant qu'il commet un génocide et qu'il ne respecte pas le droit international. C'est ça qui est attendu. Ici, je ne sais pas si c'est une première étape. J'espère que c'est une première étape. Malheureusement, la réalité, c'est que j'ai l'impression que de la part d'Emmanuel Macron, la reconnaissance de l'État palestinien est une fin en soi. Mais si c'est pour reconnaître un cimetière, ça n'a malheureusement pas grand intérêt. Hugo Bernalicis, quel est le sens de la reconnaissance d'un État palestinien qui, de fait, n'existe pas ? Ou n'existera plus jamais si ça continue comme ça. En tout cas, pour l'instant, il n'existe pas. Non, il reconnaît un État qui n'existe pas. Quel sens là a-t-il ? Il existe. En tout cas, il y a l'existence d'un certain nombre d'organisations sur place, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Beaucoup ont critiqué. Un État, ce sont des frontières déjà. Oui, je sais bien. Et là, il n'y en a pas. Mais c'est pour ça, vous avez raison. Aujourd'hui, la reconnaissance d'un État symbolique comme une volonté de dire nous souhaitons une solution à deux États, donc il faut bien qu'on reconnaisse un État palestinien là où il est nié par Israël, dans le cadre du génocide en cours, ça aide à la bataille. Mais derrière, il faut effectivement que ça ait une consistance. Et donc, on crée une véritable ambassade en France, qu'on plaide pour des frontières en tant que telles, qu'on aille vraiment à la solution politique. Et donc, que fait Emmanuel Macron pour ça ? À ce stade, rien. Rien à part de l'incantatoire. Vraiment, le sentiment, il est mêlé. Vous l'avez compris dans les interviews que font aussi l'ensemble de mes camarades insoumis sur les plateaux télé, en se disant, bon, c'est une victoire, on a réclamé cette reconnaissance, mais c'est loin d'être une fin en soi et d'être à la hauteur de la situation. Donald Trump s'est exprimé lui aussi il y a quelques minutes à New York. Pour lui, la reconnaissance d'un État palestinien serait une récompense trop importante. Il demande la libération des otages capturés le 7 octobre, sans les États-Unis, donc pas de reconnaissance possible. Donc c'est une entrave à la paix. Oui, c'est clairement une entrave à la paix, mais je veux dire, les États-Unis sont le principal fournisseur d'armes d'Israël dans le cadre du génocide en cours. Donc, à un moment donné, si les Américains voulaient arrêter le génocide, ils en ont parfaitement le pouvoir, il suffit d'arrêter d'envoyer des armes. La réalité, c'est que M. Trump est aligné sur Israël, ne veut pas du tout la paix et cherche tout un tas de prétextes. Parce que la réalité, c'est qu'il y a déjà eu des libérations d'otages précédemment. Et à chaque fois, ça s'est fait dans le cadre d'un cessez-le-feu. Et donc, il vaut mieux d'abord essayer d'organiser un cessez-le-feu pour obtenir la libération des otages que de dire je continue de vous bombarder, sinon vous avez qu'à libérer les otages. Enfin, ça ne fonctionne pas, y compris. Mais le préalable place, ne doit pas être la libération des otages. Mais sur place, en Israël, il y a bien des manifestations d'Israéliennes et d'Israéliens qui réclament de créer les conditions d'un cessez-le-feu pour la libération des otages. C'est bien à chaque fois dans ces séquences-là, dans ces choix politiques-là. Mais si vous voulez faire un génocide, effectivement, mettez des conditions qui sont irréalisables et continuez comme ça. C'est ce qu'est en train de faire Israël avec le soutien de M. Trump. Mais M. Trump est en train de créer un désordre dans le monde, volontairement, puisqu'il pense que les États-Unis d'Amérique ressortiraient grandis d'un désordre supplémentaire
je ne partage pas cette vision des choses, ça vous étonnera pas, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur Monsieur Hugo Trump Bernalicis, ça part dans tous les sens. vous avez employé depuis le début de cet entretien, je ne sais pas, au moins 10 fois le terme de génocide. Mais oui, parce que c'est le cas. Qui est un terme contesté, qui Plus maintenant. Si, qu'il est toujours. Il y a plus grand monde pour le contester. Oui, mais enfin, vous me l'accorderez. Mais peu importe. Je voudrais vous demander. Non, pas peu importe. Non, mais pas peu importe. pour ma question, peu importe. Si. Peut-être pour votre question, mais pour la situation ce que je voudrais vous demander, réelle, c'est quand vous parlez de génocide, oui. Vous pensez que le Premier ministre israélien, puisque c'est lui que vous visez en fait essentiellement, veut supprimer la population gazaoui ou le peuple palestinien? Les deux, et de toute façon... En fait, donc vous dites il y a un certain nombre que de le critères. Premier ministre israélien veut supprimer la totalité du peuple palestinien. Oui, il veut qu'il n'y ait plus de peuple éliminer. Oui. C'est ça que vous dites. Oui, ou déplacé, ou ailleurs, en tout cas pas là, et qui C'est récupère... pas la même chose. C'est pas la même chose, mais en fait, en réalité, si. C'est parce pas un que... génocide dans mais ce non, cas-là, mais c'est si, une mais bien déportation. sûr que si. Mais non, bien sûr que si. Les critères du génocide, ils sont au nombre de 5, et il y a dedans l'intention de déplacer toute une population de là où elle est. Il n'y a pas forcément besoin de l'exterminer, mais par ailleurs, il y a aussi le fait de s'attaquer à des civils qui n'ont rien à voir dans l'équation et de faire des crimes de guerre. Les crimes de guerre ont été attestés par des tribunaux internationaux, pas par Hugo Bernalicis. Oui. Ce que vous voulez que je vous dise, par des tribunaux internationaux. Je crois que la France reconnaît ces tribunaux internationaux. Donc vous pouvez me dire que non. Oui. Mais Non, je n'ai pas dit non. Il a été question de dérive génocide. Non, je vous demande de clarifier les choses sur les intentions, selon Bien vous, sûr. du Premier ministre Mais israélien. sauf que c'est, encore une fois, moi, qui suis-je? Je ne suis pas allé enquêter sur place. Sur quoi je me fonde? La dernière publication de l'ONU qui dit qu'il y a bien un génocide en cours. Cette enquête qui a d'ailleurs été dénoncée par M. Netanyahou, par M. Trump, en disant que c'est encore des antisémites qui sont à la manœuvre. Bon, tout ça ne fonctionne plus, évidemment, parce que nous arrivent tous les jours des images horribles de ce qui se passe à Gaza et puis de ce qui se passera sans doute en Cisjordanie derrière. Donc, je veux dire, il faut vraiment être dans une cécité absolue pour nier qu'il y a en ce moment un génocide en Palestine, que Israël en est responsable et que la France doit tout faire pour y mettre un terme. Et la France a les moyens de faire des choses. Oui. Alors on va revenir donc en France sur comment est importé en quelque sorte ce conflit également. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, s'est emparé du sujet des drapeaux palestiniens qu'il voulait voir hissés au fronton des mairies, et cela n'a pas plu visiblement à la France insoumise, à Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous le reprochez dans le fond à Olivier Faure? Ça ne nous a pas plu, mais bien sûr que si. On a félicité Olivier Faure. Je ne sais pas, il y a eu un tweet non, on de l'a Madame félicité. Chiricou. On l'a félicité et vu le tombereau d'insultes dont il a subi, y compris dans son propre camp, on lui a dit bienvenue au club. Maintenant, il sait ce que c'est que de subir les attaques plus basses les unes que les autres de la part de ceux qui soutiennent le génocide en cours et le gouvernement israélien. Donc, il n'y a pas de sujet pour nous là-dessus, bien évidemment. On préfère qu'Olivier Faure dise ça et soit maintenant sur la même ligne, la même position que nous, plutôt que le contraire. Donc c'est pareil, on prend. Après, encore une fois, c'est tout un ensemble. Les drapeaux, c'est bien, il y a de la symbolique, on monte un acte politique fort, et ça montre aussi qu'il y a une mobilisation profonde dans le pays tout entier. Et ça, c'est important, mais ce dont on a besoin, c'est l'action de la France. Que la France en tant que telle mette tout son poids. Encore une fois, je vous l'ai dit. Vous savez bien que la France ne pèse pas toute seule de tout son poids pour mettre fin à ce que vous appelez le génocide, à ce que la famine cesse à Gaza et que la paix revienne. Vous le savez bien. Donc là, c'est un peu le mini... D'accord, mais on n'est pas n'importe qui non plus quand même, la France. Enfin, ou alors j'ai raté d'accord, l'épisode, mais je crois qu'on est au Conseil. On est au Conseil de sécurité de l'ONU. On a une voix qui porte à l'international, et quand bien même nous serions un petit pays, mais même Clinton et Arafat n'avaient pas réussi. Sauf qu'il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui sont sûrs d'échouer. C'est justement le problème, c'est que la France aujourd'hui n'est pas à la hauteur du minimum de ce qu'on attend d'elle. Voilà, là on a rehaussé un peu le niveau avec la reconnaissance par Emmanuel Macron d'un État palestinien, mais le compte n'y est pas, et vous avez raison de ce point de vue-là, mais encore une fois, la France n'est pas n'importe qui. Sur les drapeaux. Non, mais sur l'accord Union européenne-Israël, la France pèse très fort au niveau de l'Union européenne, au moins autant que l'Allemagne. Et donc, si la France demain dit pour cet accord, je suis désolé, plutôt favorable.
Mais vous savez, il est plutôt favorable. il est plutôt favorable au Parlement européen, mais d'autres pays n'y sont pas et probablement ce texte ne sera pas adopté. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable volonté à ce sujet de la part du gouvernement français, parce qu'il y a des ministres. Attendez, parce que c'est important quand même ce point-là. Vous avez des ministres effectivement qui vous expliquent qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas aller trop sur la rupture de l'accord Union européenne-Israël, et puis le président de la République qui dit qu'il serait souhaitable que des formules comme ça. Mais l'action concrète de la France, je suis désolé, elle n'est pas à hauteur, y compris au niveau européen. Sur les drapeaux dont parlait Roselyne, il y a plusieurs leaders de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Sophia Chikirou, qui ont violemment critiqué l'initiative de certains maires qui ont mis et les drapeaux palestiniens et le drapeau israélien au fronton de leur mairie. Qu'est-ce qui vous gênait là-dedans ? Ça n'est pas finalement vers cette concorde que vous tournez votre espoir ? Si, d'accord, c'est vers cette concorde, mais là, en ce moment, il y a un génocide en cours, comme je vous l'ai dit. Donc faire un signe égal en disant... un signe égal, c'est la coexistence de deux États. Mais bien sûr, je suis pour la coexistence de deux États, sauf que là, c'était la reconnaissance de l'État palestinien. Et il y a un drapeau qui est celui d'Israël et du gouvernement israélien et de son action politique qui est plus que condamnable et qui est condamné, encore une fois, par les juridictions internationales. Donc oui, je pense que dans la symbolique, effectivement, il ne faut pas afficher comme ça ces deux drapeaux et que c'est un mauvais signal. C'était insultant de mettre le drapeau israélien ce jour-là, c'est ça que vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'il y a quand même un gouvernement et un État qui est en train de commettre un génocide contre un peuple. Donc on peut faire semblant que tout ça c'est « Oh, mais les deux drapeaux et puis ils ont qu'à s'entendre ». Non, c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet c'est qu'il y a bien un agresseur et un pays qui commet un génocide et que donc il est urgent de le faire cesser et que symboliquement ça doit aussi coûter au gouvernement israélien. C'est pourquoi nous avions demandé, vous vous en souvenez sans doute, que pour les compétitions internationales, les athlètes israéliens soient sous bannière neutre et ne puissent pas défiler sous leur couleur. Alors ça nous avait voulu beaucoup de critiques à l'époque, mais je crois que vous voyez la cohérence entre cette position-là que nous avons toujours tenue et le fait aujourd'hui de se dire non, dire que tout se vaut, ce n'est pas vrai, tout ne se vaut pas, il y a un génocide en cours et il faut le combattre. Passons à la politique française et à la crise. Donc face aux périls mondiaux, aux guerres, aux conflits, la France, elle, piétine et se perd dans les chamailleries sur des intérêts électoraux. Est-ce que cela ne vous paraît pas, aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, à la fois anachronique et irresponsable ? Moi, je suis prêt à souscrire à une partie de votre analyse. Le fait que ce soit... C'est pas une analyse, hein. Je dirais que c'est une analyse. Vous regardez la glace politique aujourd'hui, tous les politiques ont le regard rivé sur les municipales. Est-ce que c'est pas, quelque part, un petit peu pathétique un pays qui n'a toujours pas de budget, ni des partis qui peuvent se mettre d'accord. Peut-être que certains ont les yeux rivés sur les municipales et ils n'ont pas tort, c'est une élection qui arrive et je pense qu'il faut avec toute la mesure qui est celle des élections municipales. Néanmoins, je vous trouve quand même un peu dur parce qu'il y a eu quand même 2 dates de mobilisation, le 10 septembre dernier et le 18 septembre dernier. Selon même le ministère de l'Intérieur, pour le 18 septembre dernier, il y a 500 000 personnes qui ne sont pas intéressées au municipal, qui sont intéressées à ce qui se passe à l'échelle du pays et au chaos qu'a créé Emmanuel Macron. Et moi, j'étais dans ces manifestations. Nous, en tant qu'organisation politique, bien sûr que nous soucions de l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays est de savoir, c'est ça le nœud de l'affaire, faut-il faire plus de 40 milliards d'économies sur le dos de 100% des Françaises et des Français, ou faut-il prendre à ceux qui ont les moyens pour résorber les comptes publics. C'est ça le nœud de l'affaire. Nous sommes opposés à ce qu'on fasse 44 milliards d'euros d'économies sur le dos de tout le monde. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et je crois qu'il y a une bonne partie des Françaises et des Français qui sont d'accord avec ça. D'ailleurs, M. Macron est au plus bas dans les sondages. M. Lecornu n'arrive pas à se dépêtrer de la situation parce qu'il vient de battre encore le record. Chaque jour, ce sera un nouveau record, visiblement, du temps passé entre un Premier ministre et l'annonce de son gouvernement. Voilà, et je me permets de parler de chaos de la situation qu'ont mis en place les macronistes, parce qu'il se trouve que nous avons un nouvel allié sur cette ligne depuis peu, qui s'appelle Gabriel Attal, qui est arrivé à la même constat que nous. Il parle du chaos actuel, du fait de la dissolution prononcée par Emmanuel Macron. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, et vous savez quoi, ça tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire. Vous avez parlé... Non, jusqu'à présent, le chaos, c'était soi-disant la France insoumise. C'était ceux qui voulaient censurer les gouvernements, l'instabilité, etc. Vous avez vu les miracles de la stabilité de M. Bayrou, avec le nombre de gens qui plongent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Les 6. Moi, je crois qu'effectivement, c'est le chaos. Il y a un responsable.
il s'appelle Emmanuel Macron, il est à l'Élysée et le meilleur moyen de sortir de ce chaos, c'est qu'il s'en aille. Vous avez souligné le délai long de Sébastien Lecornu pour former son gouvernement. Est-ce que ça veut dire que vous êtes impatient de connaître le gouvernement du nouveau Premier ministre? Mais je vais vous dire très sincèrement, moi, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, mieux je me porte, je préfère ça plutôt qu'un gouvernement pas de gouvernement, pas de tourment. Peut-être, ça pourrait être un bon slogan, oui. Je verrai si je le soumettrai à mes camarades. Mais en tout cas, oui, je préfère qu'il n'y ait pas de gouvernement plutôt qu'un gouvernement qui continue à tout casser dans le pays, qui continue d'imposer des réformes qui ne sont pas d'intérêt général et qui ne sont pas majoritaires. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a une majorité dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Je le sais, j'en étais le rapporteur dans notre niche parlementaire il y a un peu moins d'un an. Le gouvernement, le groupe Renaissance a fait de l'obstruction pour qu'on ne puisse pas le voter. Mais tout le monde sait que c'est majoritaire dans le pays. C'était encore une des revendications des manifestations du 10 septembre et du 18 septembre. Si on voulait régler le problème politique, il faudrait peut-être satisfaire aux revendications qui sont majoritaires dans le pays. Et celle-là, elle est extrêmement majoritaire. Donc tant que vous aurez un Premier ministre qui refuse de revenir sur cette retraite à 64 ans, on sera toujours dans la même impasse. Parce qu'il s'avère qu'il n'y a pas d'adéquation entre la souveraineté populaire, ce que veulent les gens, c'est-à-dire la démocratie au fond, et ce qui se passe en haut. C'est pourquoi la situation, effectivement, c'est le chaos et elle est bloquée. Mais il y a un responsable dans tout ça. Encore une fois, Monsieur Macron, président de la République. Oui. Donc, si vous voulez débloquer la situation, et c'est notre revendication, d'où la motion de destitution que nous avons proposée à l'Assemblée nationale, et si la destitution ne fonctionne pas, il lui reste évidemment la démission. Vous savez très bien qu'elle ne marchera pas. Mais ça, vous pouvez dire ça jusqu'au jour, c'est haute trahison, jusqu'au jour où elle va marcher. C'est comme les censures, vous avez dit, oh, mais jamais. Oui, c'est comme la Révolution, est-ce qu'un jour elle aura lieu? Et vous avez raison, c'est comme la Révolution. Il y a bien un jour où vous aurez peut-être raison. Mais du coup, sur les censures, quand même, vous constatez comme moi que vous nous avez dit pendant des mois que jamais il n'y aura une majorité pour censurer, que c'est trop risqué politiquement. Voilà, c'est le troisième Premier ministre. Bon, force est de constater que les choses bougent en fonction de ce qui se passe dans le pays. Et vous avez vous-même vu qu'après l'annonce du 10 septembre, quand ils ont eu leur remontée d'informations du terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bayrou a dit « je demande le 8 septembre pour essayer de casser la mobilisation ». Donc tout ça est en mouvement et c'est bien normal. Merci. Quelle autorité, Frédéric Rivière. Il y a un moment, il faut arrêter. Merci. Voilà. Sinon, on va dans le mur. Merci. Et c'est maintenant. Soirée. Voilà, la fin, c'est maintenant. Merci, Gouvernalis, merci à Fleur Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite.